Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vocalement Vôtre, le podcast, excusez-moi, de l'association Politiquement Vôtre. Aujourd'hui, c'est encore un épisode spécial sur les municipales de Grenoble et je suis accompagné de Quentin. Salut Quentin. Tout à fait. Salut Corentin, on continue sur nos épisodes des municipales. Ça se passe vachement bien. C'est déjà notre deuxième tournage. Et aujourd'hui, on est très content de pouvoir accueillir Romain Gentil. Romain Gentil, bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, Monsieur Gentil, petite présentation. Vous êtes donc élu municipal. Le site grenoble.fr vous met dans le groupe Place Publique. Vous êtes aujourd'hui tête de liste d'un mouvement qui s'appelle Grenoble Capitale Citoyenne. G2C pour les intimes, à ne pas confondre avec GAC ou GCA, qu'on verra plus tard dans ce podcast. Donc Grenoble Capitale Citoyenne, c'est un rassemblement assez large qui comprend de l'associatif, camp de base et face, mais aussi des partis politiques, Equinox, Place Publique et le Parti radical de gauche. Monsieur Gentil, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, il y a deux thèmes que nous allons aborder. Un que vous avez choisi et un que nous avons choisi nous aussi. Celui que vous avez choisi, c'est le renforcement des services publics locaux. Donc on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et nous, dans la même continuité, on va vous poser une simple question qui est: voulez-vous armer les policiers municipaux? Donc ce sera deux thèmes que nous allons aborder dans cet épisode. Tout à fait. Et je fais juste un petit rappel pédagogique par rapport aux élections municipales, comment ça se passe. Donc je rappelle, 2 tours. On se qualifie au deuxième tour si on a atteint 10% des voix ou plus. Il n'y a qu'un seul tour si jamais une liste fait à elle toute seule au moins la moitié des voix. Et ensuite, à la fin du deuxième tour, c'est un scrutin proportionnel. Donc on a des sièges en fonction du nombre de voix qu'on a obtenues, à ceci près qu'il y a une prime majoritaire. La liste arrivée en tête obtient la majorité des sièges. Romain Gentil, donc merci beaucoup à vous d'être parmi nous. On espère que ça va bien. Je vais très très bien. Super. Je passe une super campagne, merci. Ah bah c'est bien. Et ça fait plaisir de voir des candidats qui sourient. Vous avez l'air en pleine forme. Monsieur Gentil, pour le premier thème, vous avez choisi le renforcement des services publics locaux, mais vous nous avez aussi parlé de la méthode. Donc comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment vous avez composé la liste? Est-ce que vous pouvez justement nous dire un peu une introduction, nous parler un petit peu de cette liste, des gens qui vous entourent, de comment ça fonctionne, s'il vous plaît? Bien évidemment, je pense que pour donner véritablement tout le contexte nécessaire, c'est aussi important d'expliquer moi comment j'en suis arrivé là, puisque la naissance de Grenoble Capitale Citoyenne prend racine dans un certain nombre de choses, et notamment au sein du conseil municipal. Donc moi, je suis effectivement conseiller municipal depuis 2021. Je suis grenoblois depuis 2003, où j'ai monté mon entreprise. Et donc, arrivé fin 2021 au conseil municipal dans le groupe socialiste, j'ai eu l'opportunité de découvrir ce qui, pour moi, était quelque chose d'absolument nouveau. Je me considère encore comme jeune en politique. Il y a eu un certain nombre de déclencheurs pour moi dans cette aventure qui ont provoqué ce qui allait devenir le Grenoble Capitale Citoyenne. Donc, d'abord FACE, qui est un collectif qui s'appelle donc FACE, Face au changement, écologie et solidarité, qui a été construit notamment avec des socialistes, puisque voilà, les racines sont aussi dans le conseil municipal avec les élus socialistes avec lesquels j'ai siégé. Les déclencheurs, ils sont importants à comprendre parce que ils illustrent un certain nombre de choses qui aujourd'hui nous caractérisent fortement. Je vais aller assez vite dessus parce qu'on n'a pas toute la journée. Mais le premier, c'était la politique du logement et le fait que Grenoble, la majorité grenobloise, ait souhaité vendre son principal outil de production de logement social, qui est Grenoble Habitat. Pour moi, ça a été, sans revenir sur toute l'histoire, pour moi, ça a été quelque chose, un vrai choc, une vraie surprise qu'une ville de gauche, qu'une majorité de gauche décide de se séparer d'un outil qui est absolument structurant pour construire des politiques écologistes et sociales. C'était profondément incompréhensible. Ça, c'était un premier point. Un second point, c'était la fermeture d'un équipement jeunesse qui s'appelle le Plateau, dans le quartier Mistral. On peut choisir de fermer
un équipement pour des raisons politiques. On peut être d'accord ou pas. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans cette histoire, c'est le fait que pendant des mois, une fois la fermeture actée, une fois l'association a rendu les clés à la mairie, euh, l'équipement était sans projet, donc fermé, dans un quartier dans lequel il n'y a vraiment pas grand-chose, et il y a un quartier où les jeunes sont quand même facilement proie à des individus et des groupes peu scrupuleux. Donc quelque chose qui a vraiment fragilisé la jeunesse dans un quartier en grande difficulté. Ça aussi, c'était un vrai choc. Et le troisième, et puis je pourrais revenir dans le présent après, c'était la hausse de la taxe foncière. Je suis profondément attaché à la redistribution, donc l'impôt me pose aucun problème. Ce qui m'a posé problème, c'est la façon dont ça a été amené, avec une très très grande brutalité. Aucune remise en question de l'existant. Donc en fait, à aucun moment on se pose pour se demander si parmi les projets qu'on mène, il n'y a pas un minimum de remise à plat qui s'impose pour éviter tout simplement d'aller chercher un équilibre économique avec de l'impôt. Et puis il y a eu tout un habillage de communication qui a été fait autour pour faire passer la pilule, qui moi m'a posé beaucoup de problèmes. Tout ça c'est important parce que donc c'est la racine de ce qui a conduit à la création de Grenoble Capitale Citoyenne. Grenoble Capitale Citoyenne s'est construit en dehors des partis politiques, avec une volonté de ramener des citoyens, des personnes éloignées de la politique, de les faire contribuer, de les faire travailler sur le fond. Et ce qui a été un fil rouge depuis le début, ce sont les enjeux de proximité et du quotidien. Parce qu'on considère, on a des valeurs écologistes et sociales fortes, Place Publique, le PRG, Equinox, qui est un parti écologiste. Par contre, donc ça c'est proche de ce que peut penser la majorité, même si les méthodes peuvent différer. Par contre, on considère que quelque chose que la majorité n'a vraiment pas suffisamment fait, c'est s'intéresser, se préoccuper fortement du quotidien des Grenoblois. Et ça s'est matérialisé par des choses comme la sécurité, on va en parler tout à l'heure, le commerce et l'économie locale, le lien avec les associations et encore l'accès aux soins. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des fils structurants qui sont le socle programmatique de Grenoble Capitale Citoyenne. C'est excellent parce que du coup, vous nous lancez directement sur le premier thème. Ça fait une transition parfaite. Ah oui, vraiment parfait. Donc le premier thème, c'est un thème que vous avez choisi, sur lequel on va échanger une demi-heure. Le renforcement des services publics locaux. Alors en me baladant un petit peu dans les articles de presse et sur votre site, je vois qu'en fait, vous avez un programme qui va sur beaucoup de points. Alors j'en cite pêle-mêle: santé, sécurité, éducation, logement, environnement, démocratie locale. Alors on va peut-être mettre la sécurité un peu à part, justement, pour le débat Parce que c'est un d'après. deuxième thème, ouais. Exactement. Mais alors sur ces autres thèmes, qu'est-ce que vous voulez nous dire? D'abord dire que sur la méthode, les thématiques qu'on a choisies, on a un cadre de valeurs dans lequel on a grandi, on a construit notre projet. On a fait un très très gros travail de terrain et ça s'est matérialisé notamment par une enquête qu'on a menée pendant tout l'été où on a échangé, on a récolté, obtenu des retours de plus de 1100 grenobloises et grenoblois. L'enquête, vous l'avez faite sur le terrain, Ouais. dans les différents quartiers Ouais. de Grenoble, Tout à pas forcément un endroit en particulier. Non, absolument. On a Vraiment essayé partout. justement alors, en fait, notre carte, notre grille de déploiement de l'enquête, c'était les iris, Ok. la plus petite mesure statistique de la population. Il y en a un petit peu moins de 70 à Grenoble. Et l'idée, c'était de couvrir tous les iris. Donc, on est allé dans absolument tous les quartiers. Ok. Les plus accessibles aux plus reculés. Et on a fait émerger de ça les préoccupations des Grenobloises et des Grenoblois. Et c'est ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, dans l'ordre: sécurité pour 6 habitants sur 10, commerce, économie locale et propreté pour 3 sur 10, et ensuite pour 2 sur 10, santé et logement. Après, il y en avait d'autres, mais ça, c'était vraiment ce qui était... Les principaux, quoi. Les principaux, voilà. Ce que nous, on porte, c'est le fait que une des solutions les plus centrales à une grande majorité des problèmes qui sont, à notre sens, existants à Grenoble, ce sont les enjeux de proximité et c'est le tissu qui maille le territoire. Pour nous, toute politique écologiste et sociale ambitieuse qui veut construire un avenir pérenne pour la ville doit s'appuyer sur un socle du quotidien qui fonctionne. Parce que si vous n'arrivez pas à vous soigner, si vous n'arrivez pas
à manger, si vous avez des taux de chômage qui sont élevés, en fait, vous n'avez pas la base pour réussir à porter des projets, à imaginer un avenir avec des politiques ambitieuses qui tiennent la route. Et donc, ce fil rouge, pour nous, la proximité, se matérialise de plein de façons. Il y a les services publics. Alors, j'ai choisi ce thème-là. En fait, j'aurais dû l'ouvrir un tout petit peu. Profitez-en, allez-y. En gros, c'est vraiment plus les services de proximité, dont les services publics sont une composante importante. Donc, dans les services de proximité, qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà, je mets les services publics, je mets le commerce, qui pour moi est une forme de service public. Ça œuvre au lien social, voilà, même les enjeux de sécurité. Le juriste en droit public en moi a très envie de plaisanter, mais effectivement, au sens juridique, ce n'est pas un service public. On est bien d'accord, on parle de politique. Hein. C'est pour ça que je nuançais le service de proximité et dont les services publics font partie. Pour moi, les commerces sont un service à la population. Je n'irai pas dans le juridique, vous êtes certainement bien plus calé que moi là-dedans. La troisième chose, c'est le tissu associatif et son activité sur le territoire. Donc pour nous, ces services de proximité, ce sont ces différentes composantes. Ce qu'on souhaite porter, c'est de reprendre, se réapproprier l'espace public. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on veut construire quelque part une sorte de nouvelle colonne vertébrale pour la ville qui s'appuie sur les maisons des habitants. Pour nous, maisons de quartier, les MDH, voilà, les maisons des habitants. Il y en a 11 sur l'ensemble de la ville. Pour nous, en fait, le découpage par secteur, 6 secteurs à Grenoble, il est trop gros. Il est pas suffisamment, pas à la bonne échelle pour adresser proprement les diversités et les enjeux qui sont propres à chaque quartier. Donc ce qu'on veut, c'est construire une proximité nouvelle en l'articulant avec ce qu'on pourrait qualifier de maisons officieuses, de mairies officieuses de quartier. D'accord, et donc vous y inséreriez du service public, au sens juridique pour le coup du terme, vous y inséreriez des activités, des assos? Alors, concrètement, ce que nous on souhaite, c'est que les maisons des habitants, elles permettent d'avoir déjà un lien fort avec les habitantes et les habitants. C'est-à-dire qu'à la base, les maisons des habitants, la façon dont elles ont été pensées, c'était l'association d'un centre social et d'une maison des habitants. Voilà, c'était c'était ce qui est devenu la MDH de Baladin à la Villeneuve. Donc déjà, d'avoir une logique de pilotage, de gouvernance de ces espaces qui soit partagée. Il y avait une codirection avec un agent et un responsable associatif. Dans ces maisons des habitants, on aurait effectivement des services publics, ce qui en fait serait une ancre dans chaque quartier où on retrouverait par exemple des permanences de la propreté urbaine, de la police municipale, des élus. Voilà, l'idée, c'est de faire de ces maisons des habitants des ancres dans les différents quartiers de Grenoble, autour desquels viendraient s'articuler les services publics. Ça, c'est un point vraiment important à avoir à l'esprit. En fait, vous proposez la décentralisation d'un organe décentralisé, à savoir les mairies. C'est... Alors, effectivement, ce qu'on propose, c'est d'aller chercher la proximité pour adresser au plus près les besoins des habitants. Ça, c'est ce qu'on propose. Si je devais prendre un tout petit peu de hauteur et donner une sorte d'objectif, d'idéal de ce que chaque quartier devrait être, en matière de services publics, on aimerait que dans chaque quartier, il y ait il faut penser quartier dont le périmètre n'est pas très très clair, puisque ce serait autour des maisons des habitants. Dans chaque quartier, on aurait une maison ou un centre de santé pour travailler l'accès aux soins, qui pour nous est un enjeu majeur. Hein. Dans 10 ans, il y a 50 000 Grenoblois qui n'auront pas de médecin traitant. On aurait donc une MDH qui servirait d'encre à un certain nombre de services publics, et on aurait du logement social qui serait travaillé de façon plus équilibrée. Ça, c'est une des choses qui nous différencie, par exemple, de façon assez factuelle de ce que veut faire la majorité actuelle,
à savoir que nous, ce qu'on souhaite en matière de logement social, c'est pas 30% de logements sur l'ensemble de la commune, de logement social, c'est 10% dans tous les quartiers. J'ai peut-être une question un peu simplée. C'est très, on pourrait dire que c'est très ambitieux ce que vous souhaitez. Tout cela a un coût, autant humain, parce que si vous voulez mettre une maison de santé, par exemple, il faut trouver les médecins, il faut trouver Bien les sûr. infirmiers et infirmières. Euh, Comment vous allez financer ça et comment vous allez faire passer le message, ou pour attirer quelqu'un qui devrait venir arriver à Grenoble en disant bah, moi je suis médecin, je veux bien aller dans cette maison de quartier. Et surtout, par exemple, si la maison est dans un quartier pas forcément défavorisé, mais qu'on pourrait qualifier de dangereux ou qu'on pourrait qualifier de Ou qui a un mauvaise peu laissé, réputation, voilà, en fait. un peu laissé à l'abandon et du coup mauvaise réputation. Quel est votre plan pour les attirer et pour financer tout cela? Alors, je pense que le point qui est important dans ce que vous dites, c'est déjà qu'il n'y a pas deux quartiers pareils. Ils sont tous différents. Les habitants, et c'était aussi le principe de l'enquête, c'était de comprendre quelles étaient les différences. Dans certains, l'éducation était particulièrement élevée. Dans d'autres, c'était plutôt l'accès aux soins. Dans d'autres, c'était plutôt l'insécurité, même si l'insécurité était un peu partout très présente. Très concrètement, ce qu'il faut se dire pour nous, c'est que dans tous les cas, la solution, une grande partie de la solution, ce sont les services en proximité. C'est le tissu qu'on veut reconstruire dans tous les quartiers. L'accès aux soins, c'est un exemple intéressant. Donc, je disais tout à l'heure, il y avait 50 000. Là, on est à 23 000 grenobloises sans médecin traitant. 50 000 en 2035. Il y a un enjeu qui est de réussir à faire venir des médecins. Aujourd'hui, la majorité actuelle, elle ne jure que par les centres de santé. Les centres de santé qui sont, je pense, une pratique extrêmement vertueuse de la médecine, mais qui coûtent aussi très cher à la municipalité, qui sont très lourds à mettre en place et qui demandent aussi un certain militantisme de la part des médecins pour aller travailler. Ce que nous, on souhaite, c'est dire qu'en fait, le problème, il est urgent. En fait, le parcours de soins, il commence chez le médecin traitant. Donc, ça veut dire que si vous n'adressez pas cet accès primaire aux soins, ça pose un énorme problème à l'ensemble de la population. Et ce qu'on veut, c'est l'adresser aujourd'hui. L'adresser, on veut le faire avec un outil qui sont les maisons de santé, donc les maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est-à-dire un kiné, un ostéo, une sage-femme, deux médecins, un infirmier, docteur, okay. Exactement. Ces structures, ce sont des structures, déjà, ce sont des structures collectives. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est accompagner l'installation individuelle des médecins. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est proposer à la fois des établissements qui sont très pertinents de par la couverture de l'ensemble des besoins médicaux qui peuvent y avoir. La localisation, on en veut dans tous les quartiers, soit des centres de santé, soit des maisons de santé. Mais c'est surtout un outil qui est adapté à la façon dont aujourd'hui les jeunes médecins veulent travailler. Alors, vous parlez de... C'est comme ça que vous les attirerez, du coup. Entre autres. D'accord. Vous parlez de pluridisciplinarité, ce qui m'amène une question très simple. Exercerez-vous un contrôle sur les spécialités que vous attirerez? En fait, la question plus profonde, c'est des médecins, des infirmiers, des médecins de l'œil, j'ai mangé le nom. Des ophtalmos. Des ophtalmos, merci, pourquoi pas. Mais est-ce que vous iriez aussi jusque sur des pratiques plus, des médecines, on va dire, traditionnelles pour être politiquement correctes? Est-ce que ce genre de pratique aussi serait admise dans ces cabinets? Je pense que ça revient à la question de comment on finance. En fait, le rôle que joue une mairie, une commune dans un exercice comme celui-ci, qui est la création de maisons de santé, c'est pas un rôle de subventionneur. En fait, les aides, elles existent. Il y a des aides de l'ARS, des aides de la CPTS, il y a des aides en fait financières pour accompagner l'installation des médecins. Ce qu'il faut, c'est construire, identifier le socle du projet. Et le socle du projet, ce sont des professionnels qui se rassemblent pour monter quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez faire deux choses. Soit vous dites, j'ai un bâtiment, je mets une croix rouge dessus, c'est une maison de santé. Et vous dites, bon, bah, il n'y a plus qu'à. Soit vous allez chercher des porteurs de projets qui, ensemble, s'associent et construisent ce projet. Et la partie difficile,
c'est celle-là. Et Oui. c'est ça que que la mairie est en capacité de faire. Elle connaît son territoire, elle arrive à identifier des professionnels de santé, les mettre ensemble. Et c'est ça, c'est de l'ingénierie, en fait, le rôle de la mairie. Après, c'est de la médecine libérale. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation, au même titre que c'est très compliqué pour une mairie de dire, bah là, il y a un fonds de commerce, enfin, il y a un commerce qui peut s'installer. La mairie, théoriquement, elle n'a pas le droit de dire, bah, plutôt ci ou plutôt ça, quoi. Hein. Ma question, c'est si demain il y a un coupeur de feu, un énergéticien, etc., qui vient et qui vous dit en fait, moi je fais de la médecine, C'est des établissements privés. Ce sont des établissements privés. mais vous le verriez comme de la médecine. Non, moi, je ne le verrais pas comme de la médecine. Je verrais ça comme une pratique légale. Le but, c'est en tout cas, si vous allez voir, moi j'ai envie de prendre le truc dans l'autre sens, si vous allez mettre ensemble un psy, deux médecins généralistes, un infirmier, la question c'est est-ce que eux, S'entendrait bien. ils vont aller chercher des coupeurs Des- de feu, cracheurs de feu, je sais pas comment, ou des homéopathes Mm. ou des sophrologues, j'en sais rien. Donc la priorité, c'est la médecine. C'est De- la science. bien sûr, après, l'objet, c'est de mettre ensemble des professionnels de santé qui permettent d'adresser l'enjeu qu'est l'accès aux soins. Voilà. Et du coup, comment vous les attirez? Alors, Et c'est C'est- c'est une bonne question. Il y a deux choses. Déjà, et ça, après, ça va permettre de reboucler sur un certain nombre de sujets, il y a le cadre de vie. Il y a un enjeu qui est que à Grenoble, c'est pas la ville la plus attractive du monde pour des jeunes médecins. Parce que bah, il y a des enjeux, on le sait, hein, des enjeux d'îlots de chaleur, d'insécurité, de propreté, de dynamisme commercial. C'est des choses qui comptent, c'est le cadre de vie, et ça, c'est quelque Oui, chose parce qu'il faut travailler. Il y a une guerre de village pour choper les médecins en ce moment. Eh ben, donc, alors, tout à fait. En fait, cet accès aux soins, il est difficile partout. Après, Grenoble est particulièrement en difficulté. La moyenne du département, c'est un peu plus de 9 médecins pour 10 000 habitants. ok. Grenoble, on est à un peu plus de 6 médecins pour 10 000 habitants. En dessous de la moyenne, du coup. Largement en dessous de la moyenne Ouais. du département. Voilà. Donc, il y a une question, et c'est vraiment le cœur de la question, c'est comment on les attire. Parce que si tout le monde se les arrache, comment on les attire? Nous, ce qu'on dit, c'est que déjà, on est un territoire qui produit des médecins, et des médecins de qualité. On a un CHU qui est extrêmement renommé. Donc, les médecins, ils sont là. Le but, c'est ils sont libres de Les s'installer. garder, quoi. Encore aujourd'hui, ils Ouais. sont libres de s'installer où ils veulent. Et donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce que on propose à ces jeunes médecins qui, en fait, ont parmi leurs priorités la volonté de travailler dans des structures collectives, de travailler ensemble, de partager. C'est une vraie volonté hein, de se dire ils sont pas tout seuls dans un cabinet. Ils ont aujourd'hui des équilibres pro-perso qui sont plus les équilibres d'avant. Je fais beaucoup de réunions d'appartements. J'ai eu notamment une réunion il n'y a pas très longtemps où j'avais un médecin jeune retraité et un jeune médecin et ils se parlaient, ils disaient ah, toi voilà, quand tu es parti, tu avais combien de patients? Ah bah moi j'en avais 2000, je faisais 80 heures par semaine et l'autre il était médecin traitant, il n'y en a pas tant que ça, il était à 40 heures par semaine et il avait 1100 patients. Voilà. Donc en fait il y a un enjeu et l'enjeu il est de dire au-delà du cadre de vie, il est de dire qu'est-ce que la ville peut faire pour ça, et la ville elle peut accompagner la création d'une activité par justement en proposant des espaces collectifs et pluriprofessionnels. Et elle peut aussi aider par le foncier, la mise en lien et, de façon très concrète, le socle presque administratif du sujet. Il y a même certaines collectivités qui jouent un peu le rôle d'agence de voyage. Je trouve un emploi au conjoint. Voilà. Donc, le rôle de la ville, après, il est aussi de faciliter, par exemple, l'accès aux aides qui peuvent exister. Ouais. C'est de l'ingénierie et c'est un vrai travail. Il y a un vrai effort à faire et des personnes qui peuvent proposer ce genre de choses. Et peut-être que vous vous retrouvez dans l'histoire de il faut garder le médecin qui vient étudier à Grenoble, parce que vous-même, vous n'êtes pas natif de Grenoble, vous êtes venu à Grenoble pour les études, et Tout à vous fait. y êtes resté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester au final? Et est-ce que c'est pas les mêmes raisons que vous pourriez donner à un futur médecin qui viendrait étudier ici? C'est une très bonne question. Ce qui m'a donné envie de rester, c'est... Alors moi, je suis venu pour D'Italie? le cadre Ouais. le naturel. Je suis venu aussi parce qu'il y avait un dynamisme en matière d'innovation, un dynamisme économique qui m'attirait. Et il y avait aussi la communauté italienne qui, pour moi, était un facteur intéressant, Ok. puisque, effectivement, je venais d'Italie. Moi, je suis resté à Grenoble parce que j'y ai monté ma boîte.
Et j'avais, au moment où j'ai monté ma société avec mes associés, un cadre dans lequel je pouvais construire mon projet qui était favorable. C'est-à-dire Ok. qu'il y avait des investisseurs, il y avait des incubateurs, enfin, un incubateur. En Grenoble École de Management a eu le premier incubateur d'école de commerce en dehors de Paris. Ok. Donc il y avait un écosystème qui m'a permis de faire se développer notre projet. Et ça a beaucoup compté et ça a ancré notre société. Ici, on a été dragué pour aller notamment à Paris. C'était des vraies questions. Nos clients étaient beaucoup parisiens. Voilà. C'est super, vous nous offrez en fait une très bonne transition, parce que tout à Je parle l'heure, trop. vous nous disiez que dans le renforcement du service public local, vous incluez aussi ce commerce, donc je vous ai un peu taquiné. Ouais. Mais alors maintenant, quel bilan vous tirez là tout de suite de ce commerce? A priori, de ce que j'ai compris de vos premiers mots, il n'est pas non plus reluisant. Et qu'est-ce que vous feriez dans ce cas pour l'améliorer? Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans le travail qu'on a fait avec Grenoble Capitale Citoyenne, c'est qu'on a essayé d'être les plus lucides et les plus objectifs possibles. C'est-à-dire que on essaie de ne pas rentrer dans la surenchère, et après on va parler de sécurité, donc Ouais. c'est un bon sujet pour ça, ni la caricature. Les commerces, c'est compliqué pour tout le monde, pour toutes les villes. Le commerce en ligne, par exemple, sur le textile à Grenoble, ça a été, la part du commerce en ligne a été multipliée par 2, de 12,5 à 25% en 10 ans. Donc, sachant ça, et il n'y a pas que ça, quoi, hein, c'est les Deliveroo, c'est tout ça qui ont un impact très clairement sur le commerce. Donc, on part de ça. Ça, c'est la base de départ. Une fois qu'on a dit ça, et c'est exactement la même chose avec la sécurité, c'est soit on se dit, j'ai un contexte dans lequel je ne peux pas agir, je subis et je fais ce que je peux. Voilà. Soit vous vous dites, en fait, moi, commune, j'ai des leviers d'action et il y a des choses sur lesquelles je dois travailler. Aujourd'hui, Grenoble a une vacance commerciale par rapport aux autres grandes villes qui est un peu au-dessus de la moyenne, mais pas tant que ça. Mais ça ne veut pas dire que... Mais nous, on trouve que c'est déjà beaucoup trop. Il y a des villes qui ont 2 fois moins de vacances commerciales que nous. Je pense Quand vous dites vacances commerciales, c'est les rideaux baissés. En gros, c'est des espaces commerciaux qui ne sont pas occupés. Ok. Voilà. C'est un commerce sur 7. Et pourtant, Il y a un espace vide pour tous les 7 commerces. Et pourtant, une grande place a été refaite de A à Z quasiment, avec plus de commerce à l'intérieur. Nerpic Mais est Nerpic arrivé. n'est pas à Grenoble, et c'est d'ailleurs un grand sujet, on peut vous amener là-dessus. Nerpic, c'est à Saint-Martin-d'Air. Nerpic, c'est à Saint-Martin-d'Air. Il y avait ce promoteur qui s'était engagé à ne pas attirer les commerçants de Grenoble, et qui, au final, a attiré quelques commerçants. Donc, il y a quelques rideaux, justement, qui se sont fermés à Grenoble pour s'ouvrir là-bas. Oui, mais moi, je voulais vous lancer sur... il y a on a au plein centre, place Victor Hugo, Galerie Lafayette. Anciennement, maintenant, Galerie Lafayette. Hein, qui aurait dû, ça s'appelait Shein, c'est comme ça qu'on dit. Shein, il devait juste y avoir un corner de Shein. Un corner de Shein. Est-ce que, du coup, l'arrivée carrément des multinationales à Grenoble est quelque chose qui pourrait, d'après vous, développer un peu les commerces de proximité? Alors, il y a petits commerces et les gros commerces, donc qui sont à proximité du citoyen grenoblois. Est-ce qu'on peut accepter n'importe qui? Moi, je vais répondre à la question de façon très concrète sur c'est quoi nos propositions pour accompagner le commerce. La ville, elle peut, à mon sens, ou la métropole, puisque la compétence aussi commerce est partagée entre la ville et la métropole, pas un juriste que je vais apprendre, le cadre de vie, encore, toujours, en fait. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels on peut travailler. Ensuite, l'animation. L'animation, pour nous, en fait, aujourd'hui, et c'est lié à Nerpic, Grand Place, aujourd'hui, les centres-villes d'il y a 20 ans, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Ça va pas aller, Internet va pas aller en baissant d'usage. Donc, il faut trouver une autre façon de faire vivre les centres-villes. Et une façon pour nous qui est absolument cruciale, c'est de l'animer. Il faut que que Grenoble soit une ville vivante et vivable, bien sûr. C'est-à-dire que le but, c'est que les gens qui y habitent, ils n'aient pas envie de partir. Mais ce qu'on souhaite, c'est notamment développer fortement les animations et les aimants qui vont faire venir les gens en centre-ville. Nous, on a un objectif
théorique de dire qu'il faut une animation par semaine répartie dans l'ensemble de la ville. Ok. Et- Non, Et le troisième point, c'est donc comment est-ce qu'on accompagne directement les commerçants, et ça va faire le lien avec les grandes enseignes. Parmi les façons dont on peut adresser la vacance, il y a l'encadrement des loyers commerciaux. L'encadrement des loyers commerciaux, ça permet par exemple de faire en sorte que beaucoup des commerces qui sont vacants aujourd'hui appartiennent à des grandes foncières qui ne sont pas forcément pressées de remettre ou de se saigner pour remettre les commerces sur le marché. Je l'ai vécu avec ma boîte. Notre bailleur, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Ils ont des centaines de millions de mètres carrés. Ils n'ont pas envie de négocier le loyer avec Wisby qui a 2000 mètres carrés à Grenoble. Et donc, le problème avec ça, c'est que les seuls qui peuvent se permettre ces loyers-là, ce sont les grands acteurs. Ouais. Ce sont les grandes franchises, ce sont ces gros volumes qui peuvent se prévaloir, ou en tout cas se permettre ces espaces-là. Et donc, en créant cet espace, cette désirabilité, et en permettant au commerce, c'est juste un exemple, d'avoir des loyers qui soient accessibles, eh ben on ouvre la porte à une certaine diversité des commerces. Les grandes enseignes jouent un rôle. Moi, personnellement, Chine, je suis contre. Voilà, je suis encarté place publique, et ça, c'est aussi un combat qu'on a porté au niveau national. J'entends les commerçants qui disent « Mais attendez, Chine, c'est je ne sais plus combien c'est de millions de clients en France. Oui, c'est quelque chose qui va créer du flux, qui va créer du passage. Donc c'est bénéfique pour attirer des gens en ville, donc il faut le faire parce que le commerce va mal. » Moi j'ai envie de dire, c'est pas une raison suffisante, et il faut imaginer d'autres façons de faire vivre le centre-ville que d'avoir des sociétés qui portent tout ce qu'il ne faut pas porter dans le monde d'aujourd'hui, l'ultra fast fashion, la production de vêtements dans des conditions absolument catastrophiques socialement, écologiquement, etc., etc. Ce propos sur l'encadrement des loyers me fait penser à une discussion qu'on a eue donc hier soir avec un autre candidat qui nous disait il faut pas être dans une économie trop ferme, il faut du laisser-faire. Vous situez là-bas où vous êtes davantage dans le laisser-faire, un peu plus dans le il faut encadrer, il faut qu'on intervienne. C'est quoi votre position là-dedans? On parle de logement, mais même plus globalement sur l'économie. Hein. Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Moi, je suis pour une approche équilibrée. Et je considère, par exemple, que là, on parle d'une expérimentation qui n'est pas encore en place sur l'encadrement des loyers. Il existe quelque chose qui a été fait pour les particuliers sur la location. C'est le permis de louer. Le permis de louer, il impose un certain niveau de salubrité, on va dire ça comme ça, ou d'efficacité, de qualité de logement. Et donc oblige, pour obtenir ce permis, les propriétaires de ces logements à faire les rénovations, par exemple, nécessaires pour ça. Jusqu'à maintenant, ces quartiers, ça a été notamment le cas à Saint-Laurent, avaient beaucoup de logements qui étaient dans des conditions absolument très très dégradées. Et l'impact de ce permis de louer, qui est très contraignant administrativement, vous devez, à chaque fois que vous remettez en location, vous êtes obligé de redemander le permis. Je pense que ça se travaille, c'est pas parfait, mais ça a permis une rénovation d'un certain nombre de logements qui, sans permis de louer, on le voit, étaient restés pendant des années et des années. Donc là, il y a effectivement une contrainte. C'est pas le libéralisme à tout va. Oui, il y a l'initiative, il y a le développement économique, c'est important. Par contre, on est aussi là pour, à mon sens, réguler un peu, limiter, voire même contraindre à fond pour pas qu'il y ait d'excès. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est dans une situation pour la vacance commerciale qui est compliquée. On est en droit de s'autoriser, d'expérimenter des choses. Et je parle d'expérimentation. Si ça marche, on le travaille, on le reconduit. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Mais pour moi, ça vaut le coup de se dire qu'on tente un truc et on encadre les loyers pendant une certaine période pour voir si, en faisant ça, on force la remise en qualité de certains espaces pour les relouer, etc. etc. D'accord. Et ça s'applique globalement. Voilà, si on veut faire un grand écart, je suis aussi pour protéger la souveraineté industrielle européenne. Et pour ça implique de se protéger du dumping. Et voilà, donc au niveau européen, pour faire le grand écart. Peut-être ma dernière question sur ce thème. Vous qui habitez à Grenoble, qu'est-ce que vous trouvez
qui vous manque en service, en commerce ou même en service. Qu'est-ce que vous aimeriez voir débarquer à Grenoble? Mm. Moi, ce que. Alors, Est-ce je qu'il y a pense- assez de je- bouchers, je- assez je- de coiffeurs alors, moi, je pense que aujourd'hui, la façon dont j'imagine la ville, c'est une vision politique qui me dépasse. Je suis dans un parcours où j'ai envie d'infléchir les politiques publiques pour construire une ville qui, demain, continue de tenir la route. Et je considère que les enjeux économiques et commerciaux sont cruciaux pour faire vivre une ville qui, aujourd'hui, perd quand même 400 habitants par an. Donc, il y a, Sur 160 000 à peu près. ouais, 0,70% chaque année, qui est une des deux seules villes parmi les 20 grandes villes de France à perdre des habitants. Donc, il y a, et ça, c'est un enjeu majeur sur le logement, sur les écoles, sur les recettes de la ville de manière générale, sur l'emploi, parce que derrière, si vous avez des boîtes qui ferment, vous avez des emplois qui partent. Donc, pour moi, pour répondre à votre question, et c'est dans notre programme, si je devais aujourd'hui proposer quelque chose, j'essaierais de proposer la création d'un nouvel aimant, d'un nouvel pôle, un nouveau pôle qui attire les gens en centre-ville, qui propose cette expérience changeante. Et ça, c'est ce que nous, on a appelé un grand espace gourmand, où on n'est pas dans l'achat, mais on est dans la consommation, la convivialité. Et pour ça, on a un projet qui est plutôt ficelé autour de l'île aux Républiques. On va peut-être pas avoir le temps de rentrer là-dedans, mais c'est le genre de choses où ça rentre un peu dans un cadre d'animation différente et de créer des envies, des raisons supplémentaires pour les gens. C'est pas que les gens qui viennent de l'extérieur de Grenoble, c'est même les gens qui sont dans Grenoble, de sortir, d'aller se balader, de profiter d'une expérience de bien centre-ville. manger, bien boire avec ses amis. Voilà, on peut conclure ce thème rapidement. Vous avez donc évoqué service public commerce. Le dernier point, il nous intéresse tout particulièrement, nous, politiquement vôtres, c'est l'associatif. Alors, en quelques mots, au vu du temps qui s'est un peu écoulé, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du tissu associatif et comment est-ce que vous aideriez le tissu? Je vais pas dire vous nous aideriez, mais nous, on fait partie aussi un peu du tissu associatif grenoblois. C'est quoi vos propositions? Alors, il y en a un certain nombre. Je ne sais pas si vous touchez des subventions des collectivités. Pas du tout. Voilà, donc peut-être que ça... Rien du tout. Nous sommes uniquement financés par les deux grands gaillards que vous voyez là et les adhésions. D'ailleurs, si des gens nous écoutent et ont envie de nous soutenir, vous pouvez adhérer. Je hein. vous en supplie. Ça nous adhérez. aide. C'est 8 € à l'année, on vous ruine, mais ça va. nous aide beaucoup. Il y a quelques éléments assez forts dans notre politique, notre projet, qui nous démarquent de la majorité actuelle. Parmi ces choses-là, j'ai parlé de l'accès aux soins, il y a les commerces, il y a la vision de la sécurité, il y a le logement. Parmi ces choses-là, il y a la vision de l'engagement des habitants et plus globalement de la démocratie locale. Nous, on est peu adeptes de la démocratie directe, ce qui a essayé de faire la majorité, à savoir de trouver des leviers pour faire s'engager les habitants. Et ça, ils ont voulu le faire en leur parlant directement, en essayant de les mobiliser directement. Le problème qu'on voit de cette façon-là, c'est que les canaux sont toujours les mêmes et les personnes qui se mobilisent, qui répondent présents, sont quand même souvent les mêmes. Et il y a beaucoup d'habitantes et d'habitants qui restent dans les écarts, qui ne sont pas mobilisés. Et en fait, pour nous, l'enjeu, il n'est pas là, il est de s'appuyer pour réussir à mobiliser tout le monde sur ce qu'on appelle la société civile organisée, les corps intermédiaires, les associations qui connaissent leur territoire. Et on parle de tout. On parle du sport, de la culture, de l'éducation populaire. Voilà, il y a plein d'acteurs associatifs qui, pour nous, doivent jouer ce rôle. Et en fait, ce qu'on veut par rapport à ça, c'est créer une sorte de choc de confiance. Ce choc de confiance vis-à-vis des associations, il passe notamment par une mesure qui est emblématique pour nous, qui est de passer d'un mode projet annuel à un mode de fonctionnement qui est sur des conventions triannuelles. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, les associations, ce qu'elles veulent, c'est notamment, dans un environnement où elles sont quand même assez inquiètes pour leur avenir, c'est de leur donner de la visibilité, de la stabilité. Par exemple, sur la culture, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est de dire, 1, on sanctuarise les subventions des associations. 2, on essaye de on n'essaye pas, on le fait, sur des conventions triennales où, plutôt que de faire des choses année après année, où on est dans
l'inquiétude de savoir est-ce que ma subvention, je vais la garder, est-ce qu'elle va baisser, etc. On s'engage sur 3 ans, on donne cette visibilité-là, et on permet à l'association de se projeter plus sereinement dans ce qu'on veut faire. On a d'autres choses, des choses extrêmement ambitieuses, par exemple autour du mécénat de compétences publiques. Si on a le temps à la fin, on pourra en rediscuter. Mais voilà, les associations jouent dans notre vision, dans notre projet politique, un rôle qui est extrêmement important. Ouais. Et en parlant d'association, la nôtre vous impose un thème aujourd'hui. Ce thème, on ne l'a pas choisi au hasard. Petite introduction. Donc le thème de cette dernière partie de podcast, c'est l'armement de la police municipale. Je précise, on ne parle pas de taser ou de bâton, on parle vraiment d'armes à feu, d'armes létales, donc d'armes pour tuer. Dans un article paru dans le journal Les Affiches le 20 novembre 2025, vous avez dit « La sécurité est un sujet sensible ». Vous avez donc dans votre programme inséré ou écrit que vous voulez recruter médiateurs et policiers municipaux. Or, l'un des constats que nous dressons en parcourant un peu la presse et d'autres sources, c'est qu'il y a une difficulté de recrutement de policiers à Grenoble. Une demande des policiers municipaux qui est connue, c'est « on veut des armes ». Alors, il y a plein de raisons à ça, on aura l'occasion d'en revenir là-dessus un peu après. Autre article, la Gazette des communes, qui est sorti il y a 2 semaines à peu près, en janvier 2026, intitulé, je cite, « Les maires de gauche changent leur fusil d'épaule ». On y apprend, entre autres, qu'en 2023, 38% des policiers municipaux avaient une arme à feu, et en 2025, 58% des policiers municipaux avaient une arme à feu. Donc il y a un accroissement massif de cette proportion. Le débat est très vif. Vous avez d'ailleurs, pour vous être exprimé sur la question, été cible d'attaque qu'on ne répétera pas, mais qui était quand même vachement vive. Une majorité pourtant des grandes villes arme désormais tout ou partie de sa police municipale, que ce soit de gauche ou de droite. En réalité, le sujet est beaucoup plus profond que cela. Des maires écologistes ont armé leur police municipale, d'autres le refusent. C'est le cas d'Éric Piolle. Plus largement, droite ou gauche, donc je disais, il y a des maires qui veulent, il y a des maires qui ne veulent pas. Et vous, monsieur Gentil, quelle est votre position sur la question ? Effectivement, c'est un sujet compliqué, enfin plutôt sensible, pas compliqué. On peut constater beaucoup de choses. Vous avez parlé de maires de gauche qui arment leurs policiers, Bordeaux, Lyon. On voit même le candidat LFI à la mairie de Roubaix qui dit que maintenant qu'il refusera de désarmer sa police municipale, alors que LFI a crié Effectivement. le plus fort possible qu'il désarmerait toutes les polices. En fait, effectivement, il faut se dire que c'est un sujet qu'on ne peut pas caricaturer et qui est vraiment à prendre à bras-le-corps, d'autant plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, que 6 Grenoblois sur 10 considèrent que la sécurité est une vraie priorité pour eux. Effectivement, je me suis fait pas mal attaquer. J'ai été le premier, en fait, à publiquement dans la presse dire que la gauche devait s'emparer du sujet. C'était fin 2023. La première personne de gauche à dire que la gauche devait. Parce qu'en fait, sinon, on laisse la place aux populistes et aux démagos. Et en fait, je pense qu'il y a une façon, de gauche, en tout cas, il y a une façon juste de s'emparer de la thématique sécurité. Vous voulez donc vous démarquer, malgré le fait de vous démarquer aussi de certains à gauche, vous démarquer quand même de la droite. Bien sûr. Oui. Mais en fait, juste, moi, j'ai un positionnement qui est pragmatique. Il y a une urgence. En fait, au-delà du ressenti Grenoble, il y a pour moi un besoin qui est aussi lié à l'effectif de la police. Et donc, vous parliez du recrutement, je vais en dire un mot. Pour moi, la première chose qu'il faut souligner, et c'est le pragmatisme dont je parle, c'est que pour avoir une politique qui fonctionne en matière de prévention et de sécurité, il faut déjà que ça nous intéresse. Donc quand vous avez un maire qui dit haut et fort, en veux-tu en voilà, que 1, la sécurité, ça n'est pas un sujet qui l'intéresse, et que 2, ça n'est pas son problème, vous avez un problème tout simplement de considération à la fois des habitantes et des habitants, mais aussi de vos services. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est qu'à partir du moment, moi, dans ma boîte, si je dis que la qualité de mon service n'est pas intéressante, ou ne me préoccupe pas, je vais avoir du mal à embaucher des gens au service client parce qu'ils se disent, en fait, on
s'en fout, donc c'est pas prioritaire, ça m'intéresse pas. Enfin bref. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que déjà, on reconnaît qu'il y a un problème et on veut l'adresser, c'est important. Est-ce que j'aimerais mettre les millions de la police municipale dans d'autres choses que la sécurité? Oui. Dans un monde parfait. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il y a un enjeu et donc il faut l'adresser. La sécurité, c'est un droit fondamental. Pour moi, elle n'est pas que liée au narcotrafic. La sécurité, c'est plein de choses. C'est à chaque fois des choses véridiques que je vous dis entendues sur le terrain. Oui, c'est les coups de feu dans la rue, mais c'est aussi les rodéos, c'est les incivilités, les violences sexistes et sexuelles dans le tram, c'est le manque d'éclairage aux abords de certains parcs, c'est des jeunes qui sont laissés pour compte dans la rue et qui n'ont pas d'autre chose à faire que de trouver des activités qui ne sont pas forcément recommandables. Donc, il y a un plan sécurité à mettre en place. Nous, on l'adresse par l'humain. J'ai dit, ça fait le lien avec la proximité. Pour nous, c'est l'humain d'abord qui va permettre de solutionner cette situation. L'humain, on dit que c'est un corps de médiateur, c'est de la police municipale en proximité et c'est de la police dans les transports. On est les seuls pour l'instant à proposer ça, qui nécessite, et ça c'est encore un autre sujet, de la coordination et une approche partenariale avec les autres communes, avec le SMAG, avec la métropole. Tout à fait, c'est une compétence métro. Voilà, donc là encore, c'est des choses qui... Donc la manière de travailler avec la métropole va devoir peut-être être revue ou... Peut-être, tout à fait. Et donc, la posture, la volonté de travailler sur l'humain, de valoriser ses services, et la coopération, ça, ce sont les 3 piliers pour nous de notre action. Pourquoi je parle de coopération? Parce que, et ça nous amène sur le sujet de l'armement, aujourd'hui, moi, je considère qu'il n'y a pas une coopération suffisante, il n'y a pas une considération suffisante pour qu'il y ait un bon équilibre dans l'action de la police municipale et de la police nationale. Ça, c'est important parce que le sujet de l'armement, finalement, c'est des gens qui veulent faire à la police municipale le boulot de la police nationale. Et en fait, nous, on dit, non, c'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. La police municipale, elle a ses missions, c'est la tranquillité publique. La police nationale, elle s'occupe du crime organisé, elle fait le job de répression. Et ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve cet équilibre. Et aujourd'hui, la police municipale, elle n'existe pas. En fait, c'est un peu fort ce que je dis, mais il y a une cinquantaine, 40 ou 50 postes non pourvus à la police municipale à Grenoble. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que la présence de la police municipale sur le territoire elle est largement insuffisante. Et donc, quand vous avez derrière Éric Piolle qui dit c'est au ministère de l'Intérieur, c'est à la police nationale de ramener des effectifs, mais que lui, derrière, il ne fait pas le nécessaire pour montrer patte blanche, entre guillemets, mais en tout cas, qui ne montre pas qu'il se préoccupe du sujet, vous avez un problème. Donc, derrière, ça me ramène à votre question. Nous, notre souhait, il est de dire c'est la police nationale qui doit être armée, qui est équipée, qui est formée pour. La police municipale, elle apporte l'humain, elle occupe le terrain. Et c'est cette complémentarité qui va faire bien fonctionner les choses. Après, c'est un sujet complexe. On est pragmatique. Ouais. On verra après comment ça se passe. Mais à partir du moment où déjà il manque 50 policiers sur le terrain, on peut difficilement... C'est 50 policiers sur 120, c'est ça à peu près? C'est ça. Je crois qu'il y a 70... Il y a 70 policiers dans l'effectif. C'est ce qui nous permet de mettre un peu en perspective. Donc, il y a 120 postes à peu près, 70 sont occupés. Certains candidats, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec eux dans ces épisodes en question, proposent 150 postes de plus, alors qu'actuellement, il y a déjà 50 postes qui sont vides. Question, est-ce que vous pensez que rien qu'avec ce débat sur donc l'armement des policiers municipaux, on peut remplir ces 50 postes, parce qu'on n'est pas tout à fait dans multiplier par 2, mais quand on passe de 70 à 120, on n'en est pas loin non plus. Oui, est-ce que ça, déjà, c'est un levier vraiment fort? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est vous comptez les attirer comme ça, on va dire rendre, pas le métier attirant, mais peut-être rendre plus attractif via le fait de vous pouvez venir, c'est bon, vous allez avoir des armes à feu en cas de dissuasion pour vous défendre. Moi, j'ai entendu effectivement le maire de Bordeaux qui dit j'arme les policiers parce que c'est un levier de recrutement. Moi, je considère que multiplier par 2 ou 3 le nombre d'armes à feu en circulation, c'est pas la solution. Pour moi, les policiers nationaux, ils
ils doivent faire ce job-là, attirer des policiers, c'est les considérer, c'est le cadre de vie et c'est les conditions de travail. Et c'est là-dessus qu'on pense pouvoir travailler. Après, L'arme à feu peut rentrer dans les conditions de travail. Dans le sens où le policier peut se sentir peut-être lui-même plus en sécurité si lui-même il est armé. Ouais, moi, je pense que oui, il peut se sentir plus en sécurité et en même temps, il peut se mettre dans des situations qui le mettent plus en difficulté. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a des policiers nationaux dont c'est la mission et il y a des policiers municipaux dont ce n'est pas la mission. Et je considère qu'aujourd'hui, à partir du moment où on n'a pas une police municipale à la hauteur, je ne vois pas comment les armées vont résoudre notre problème. Et moi, je ne considère pas ça comme étant sain que de dire, pour faire venir des personnes, je vais leur donner un outil de guerre pour œuvrer sur le territoire. Je considère que ça n'est pas la bonne façon. Je pense que c'est à la police nationale de pouvoir bien faire son travail. Et pour que la police nationale elle fasse bien son travail, il faut que la police municipale existe et qu'on rentre dans une relation de coopération avec l'État pour faire en sorte qu'il y ait cette complémentarité. Ça m'amène 2 questions qu'on va pouvoir traiter l'une après l'autre et arriver petit à petit à la fin de cet épisode. La première question, donc vous avez dit, moi de ce que je comprends en fait de vos propos, c'est un non, mais on peut en discuter. Vous ne fermez pas la porte, vous dites on peut voir si c'est rationnel, on le fait. Avec qui est-ce que vous travailleriez sur la question? Est-ce que vous travailleriez, excusez-moi, avec les syndicats, avec les élus, avec tous les policiers? Comment est-ce que vous envisageriez la chose? La méthode est une des choses dont vous nous avez beaucoup parlé. Donc là, quelle serait la méthode de travail? Alors, déjà, ce que je dis, c'est dans notre programme, il n'y a pas d'armes létales pour les policiers municipaux. D'accord. Ça, je dis ça. C'est un non. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, je suis conscient du fait que y a des maires de gauche qui sont revenus sur des choix de non-armement. Ils l'ont fait pour des bonnes raisons. Donc, ça ne sert à rien d'insulter l'avenir. Moi, ce que je dis, c'est que Grenoble Capitale Citoyenne, on est des pragmatiques. On est aussi très prudent en matière de vidéosurveillance. On pense que ça peut être utile par moment, mais que dans beaucoup d'autres situations, ça n'a absolument aucun impact. Donc, on est des pragmatiques. Aujourd'hui, on pense qu'il y a déjà un travail à faire sur la police municipale. Quand ce travail sera fait, on pourra voir quel genre d'équilibre on a et comment est-ce que ça a amélioré, notamment le lien police-situation. Si on doit travailler, on travaillera bien évidemment avec les services, avec leurs représentants. Et là, moi, j'avais envie quand même de rebondir sur un point que vous avez dit. Vous avez dit les agents, ou je ne sais plus ce que c'était la phrase exacte, mais les agents sont demandeurs. Moi, j'ai envie de vous dire, d'où tenez-vous ces informations? Parce que si les agents sont demandeurs, c'est simplement de s'appuyer sur ce que peut dire Carignon dans Grenoble le changement. Moi, je pense qu'il y a un travail de terrain à faire parce que nous, on n'a pas forcément eu ces échos-là, notamment en parlant à certaines organisations syndicales. Mais les syndicats dans la police, c'est un peu comme les syndicats étudiants. Il y a de tout. Voilà. Alors donc, pour répondre, et ça intéressera aussi les auditeurs, je pense, je tire ça simplement de la presse, en fait, des articles que j'ai cités plus tôt. C'est ça mes sources sur lesquelles je me suis basé pour préparer les questions que je vous pose. Moi, je pense que c'est une vraie question. Et nous, on n'a pas eu une réponse tranchée sur ça dans les échanges qu'on a pu avoir. On a vraiment fait ce travail de terrain pour essayer de comprendre quels étaient les sujets. Encore une fois, voilà, pour nous, il y a un travail sur la police municipale d'abord pour qu'elle soit opérationnelle. D'accord. Ça m'amène sur une question qui est peut-être un peu plus philosophique pour conclure, arriver sur la fin. Moi, j'aime beaucoup utiliser le terme un peu désuet maintenant, mais certains le regretteront ou pas, de gardien de la paix, pour parler des policiers. Maintenant, on parle beaucoup des forces de l'ordre, mais à la base, leur titre, c'était les gardiens de la paix. Question, est-ce qu'on peut vraiment protéger avec une arme à feu? Effectivement, vous avez 4 heures. Voilà, question plus philosophique. Très philosophique, oui, effectivement. Alors, je ne suis pas un philosophe, donc peut-être que je répondrai à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que c'est le débat qu'on vient d'avoir là pendant 20 minutes. Le ressenti que j'ai quand j'échange ou quand j'ai échangé, j'ai moi-même parlé à plus de 100 personnes cet été dans le cadre de l'enquête, quand on me parle d'insécurité, ce qu'on veut, la première chose qui ressort à la fin quand on creuse, c'est que les gens, ils ont envie de voir la police municipale, ils ont envie de voir de l'humain. En fait. Ils ont envie de voir des gens dans la rue. Et en fait, quand on voit des gens dans la rue, on crée des espaces de respiration. Vous regarderez, vous allez à l'Alma,
Vous voyez, quand il y a des polices municipaux qui passent, et ben, les guetteurs, ils s'en vont. Voilà. Donc, en fait, pour moi, le sujet, il est d'abord l'humain et il est pas de mettre un flingue à la ceinture du policier municipal, mais il est juste de pouvoir montrer cette présence et le fait de s'être emparé du terrain. C'est ça que les habitants demandent. C'est pareil pour la vidéoprotection. Ouais. En fait, ce qu'ils demandent, c'est de la présence. Ils ont besoin de sentir que les services publics sont là. En fait, les outils que vous voulez donner, entre guillemets, aux agents municipaux, c'est l'humain, en fait. C'est Bien ça sûr. l'outil que vous voulez leur donner à travers des médiateurs, à travers des conciliateurs, des associations, voilà, ce genre de choses. Les médiateurs, j'en ai pas parlé, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que pour nous, il y a différents niveaux de tension, en fait. Et les médiateurs, les policiers municipaux sont pas à utiliser dans tous les cas de figure. Pour nous, il y a des tensions à désescalader dans certains cas. Je sais pas, en soirée, par exemple, les médiateurs peuvent jouer ce rôle-là. Voilà, il y a un lien à recréer avec la population et ça passe par une vision qui est celui de la confiance et je pense que avec une arme à feu, je suis pas certain qu'on entretienne la confiance. On est plutôt sur un entretien de la peur et je suis pas certain que c'est cette société-là dont on a envie. Ouais, mais vos détracteurs pourraient, alors de droite comme de gauche, pourraient vous dire oui, mais du coup, si on ne renforce pas notre police municipale, elle passera pour faible. Et à contrario, d'autres pourront... Moi, j'ai dit qu'on l'a renforcée. Oui, mais si on les arme pas, on passera pour des faibles, entre guillemets. Et si je comprends bien tout le projet qu'il y a autour de ça, c'est plutôt police municipale good cop, entre guillemets, avec les habitants, etc. Et police nationaux bad cop, entre guillemets. Eux, ils interviennent pour de l'action, justement, avec des armes, etc. Est-ce que certains vous diront peut-être que vous montez les uns et les autres, vous montez la population de Grenoble sur la police municipale, sur la police nationale, pardon, qui est là pour vraiment être dans l'action pure et dure. Et les policiers municipaux sont là pour discuter, acte de présence, etc. Et du coup, ils passent pour les gentils. Alors, il y a tellement de questions dans cette question. C'est difficile de tout voir. Déjà, moi, je constate que c'est pas du tout clair pour les gens qui est policier municipal, qui est policier national. Ok. Déjà, c'est comme la ville et la métropole. Déjà, quelles sont les compétences qui fait quoi de chacun. Et parfois, et c'est pour ça qu'on a des voitures de la police nationale qui sont grises, maintenant, c'est pour qu'on arrive à mieux... Voilà. Donc, non, moi, ce que je dis, c'est que déjà, il y a un lien police-population qui se fait avec l'échelon de plus grande proximité de la police. Quand votre police de proximité, elle crée une relation avec la population qui impacte toute la vision de la police de manière générale. Donc non, clairement, le but, c'est pas de mettre les gens les uns contre les autres. Vous aviez dit un truc juste avant, et je voulais revenir dessus, mais ça va passer pour faible Oui, passer pour faible. Oui, non, il y a un point qui est quand même, encore une fois, alimenté par les populistes, c'est on a l'impression, quand on parle d'armement de la police, qu'aujourd'hui, on est à Londres, et qu'on a des gens avec un bobby et une matraque qui se battent contre des gens avec des kalachnikovs. En fait, aujourd'hui, déjà, les policiers, ils sont équipés. Ils ont des pistolets à impulsion. Et les pistolets à impulsion, ce n'est pas des tasers. Donc, un taser, vous êtes... Un taser, on est vraiment à proximité de la personne qu'on à portée de bras. Voilà. Alors que le pistolet à impulsion, ça envoie... C'est un projectile. Voilà. Et donc, en fait, déjà, moi, je trouve qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle à faire croire que les policiers sont nus dans l'espace public. Ce qui est faux. Et en fait, c'est ce genre de choses qui est à la racine de tout. Encore une fois, parce que... Là, mais on ne peut pas ignorer qu'il y a quand même des quartiers où ça tire avec des armes de guerre. Mais bien sûr, je suis complètement d'accord. Et dans ces cas-là, et ces quartiers, ils sont identifiés par la police nationale. Ouais. Voilà. Mais la question, c'est au quotidien, est-ce que la police municipale, est-ce que la police occupe le terrain? Est-ce qu'elle permet aux gens de se sentir en sécurité? Et est-ce qu'en n'étant pas là, on ne vient pas dégrader toute la situation? Je le dis vraiment en toute humilité.
on peut se tromper. Et en tout cas, moi, je considère que faire de la politique, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est potentiellement se tromper. Et on verra bien. En tout cas, je considère que quand on n'est pas au niveau d'un côté, c'est pas en donnant à des gens qui sont sous-équipés et qui sont en sous-effectif des accélérateurs de violence qu'on va résoudre la situation. Plus apaisé qu'attaqué. Je pense que chacun son rôle. Chacun son rôle. Et je finirai en un autre sujet caricatural. Quand un Carignon vous dit moi, je vais avoir des PC sécurité 24/7 avec des flics derrière et que on essaie de vous faire croire que ça va résoudre, par exemple, les fusillades. Mais juste, il suffit de prendre un tout petit peu de recul. Donc, le flic, il est derrière son écran, il voit un crime ou un délit, et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est et maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, derrière, il faut intervenir. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours qui se crée comme quoi cette vision de surveillance permettrait d'intervenir, voire même de prévenir des délits, ce qui est faux. En fait, les caméras, ça accompagne, ça aide l'enquête. Ça ne permet pas de prévenir une fusillade à Saint-Bruno. Oui. Voilà. Mais bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur la sécurité. Ce qui est important, je pense que c'est bien que vous abordiez le sujet. Malheureusement, en ne parlant que de ça, et ça va être la thématique de campagne principale, parce que la droite tire à fond dans cette direction-là, on occulte d'autres sujets importants, le programme de Carignan du Rassemblement national. Sur le reste des sujets, c'est quand même... on aura l'occasion de recevoir les uns et les autres. Voilà. Donc vous pourrez les questionner peut-être sur autre chose que la police pour voir ce que ça raconte. Par exemple, sur la culture et le logement pour la liste d'Alain Carignon. D'Alain Carignon, exactement. Pas de logement. Et puis la culture, on revient en arrière. Pour tout savoir, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à écouter le premier épisode du podcast. Ce qui nous amène tout naturellement vers la fin de cet épisode. Monsieur Gentil, on vous remercie encore d'avoir pris le temps de venir avec nous expliquer vos idées. On remercie aussi toutes celles et ceux qui ont écouté ce podcast. Si vous voulez nous soutenir, j'ai parlé plutôt de l'adhésion. Vous pouvez venir en événement, on organise des cafés-débats en vrai de vrai, où on prend un verre ensemble et on discute. Gauche, droite, vous êtes tous et toutes les bienvenus, dans le respect des uns et des autres, cela va de soi. Bien sûr. Vous pouvez également, si vous voulez nous soutenir, nous aider en repartageant l'épisode que vous venez d'écouter, et les autres aussi d'ailleurs, en les envoyant à vos connaissances, en vous abonnant et en faisant de l'interaction avec notre contenu, donc en likant, en commentant. N'hésitez pas, ça nous aide vraiment au niveau des algorithmes. Faites-nous des retours, positifs comme négatifs, on sait qu'on n'est pas parfait, et on prend toutes les pistes d'amélioration. Encore une fois, tant que c'est dans le respect, la manière de dire les choses, nous, on veut bien améliorer les choses. Et on est vraiment, vraiment très, très content d'avoir cette opportunité de faire ce projet avec vous. Alors, merci. Exactement. Monsieur Gentil, merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. On vous souhaite pas que de la chance, mais bonne chance pour la suite quand même. Bon courage à vous. On sait qu'il y a vous avez plusieurs concurrents, donc du coup, ça sera une aventure... ma foi, c'est concurrentiel pour tout le monde. 10 candidats, 10 candidats et sans spoiler, on en a quand même un sacré nombre qui vont passer sur ce podcast. Donc ça, c'est chouette. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu. Chers auditeurs, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas, comme a dit Quentin, à nous faire des retours aussi bien positifs que négatifs. Donc ça reste constructif. Ma foi, c'est bien. À part pour dire, j'adore la voix de Quentin, vous pouvez y aller. C'est pas constructif. Non, continuez à me le dire, j'aime beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.